Beaucoup de disco, par plein de moyens différents. On a fait de l'immersion, on a fait, des tests, on a fait des enquêtes, on a intégré, sur, un certain nombre de nos produits, de la review in-app, ce qui nous permet d'avoir des retours de nos utilisateurs sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils identifient comme problème potentiel, sur les questions qui se posent. On a aussi beaucoup de liens avec, les équipes internes parce que finalement, les commerciaux, l'équipe de la relation client, ils sont tout le temps en relation avec des utilisateurs, donc on a énormément de matière via eux. On fait de la double écoute aussi, des choses comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, Bonjour. Assalatou, enchanté et merci de te rendre disponible et d'avoir accepté cet échange avec moi. Merci de m'avoir invité. Non, l'honneur est pour moi. Du coup, tu es Head of Product au sein de l'ANCV. Alors, je pense pas que tout le monde connaisse l'ANCV, même si le chèque vacances, historiquement, c'est quelque chose d'assez connu en France. Et du coup, tu as aussi un passif, hein, tu n'es pas que une collaboratrice de l'ANCV. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est assez habituel chez nous, c'est de te présenter, de nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu as fait et comment tu t'es retrouvé à ce poste de Head of Product au sein de l'ANCV. Ça marche. Donc je suis Assanatou Le Pelvé. J'ai commencé mes premières armes dans le digital dans une toute petite boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle La Deuxième Maison, qui faisait du conseil en innovation sociétale. Et on avait la particularité d'avoir un studio intégré. Et donc en fait, on pouvait à la fois faire des recos à nos clients et les mettre en œuvre derrière avec du print et du web. Donc c'est les premières fois que j'ai fait des sites web, que j'ai mis à jour des sites web. On a eu du serious game aussi, etc. Et donc c'est mes premières aussi expériences avec des devs, des designers, etc. Et donc suite à quelques années à La Deuxième Maison, j'ai changé complètement de type d'entreprise et je suis passée dans une énorme boîte, la Maïf. Donc la Maïf, les assurances, une mutuelle d'assurance assez connue. On était plutôt une grosse boîte qui travaillait avec plein de petites entreprises. Et là j'ai fait plein de choses. J'ai mis en place un site web qui était dédié aux indépendants pour tester en fait une offre d'assurance pour les indépendants. Spécialisé sur ce Spécialisé, exactement. Et donc là, c'était aussi un enjeu de co-construction de cette offre avec les indépendants, parce que c'était un test. Et le produit et le site s'appelait Beta Pro. Donc on est vraiment on teste, on co-construit avec les utilisateurs et toutes ces phases de discovery qu'on a ensuite dans le produit. Ensuite, j'ai fait plein d'autres choses, notamment j'ai été responsable d'un portefeuille de produits qu'on appelait des produits. Certains, c'était vraiment des produits au sens d'aujourd'hui, d'autres, c'était plutôt des propositions, des produits au sens plutôt assurantiel du terme. D'accord, oui, métier. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'enjeu, c'était de développer l'entrepreneuriat au sein de la Maïf. Ah oui, donc, okay, avec des entrepreneurs qui portaient différents sujets et l'accompagnement de tout ça, s'assurer que c'était rentable, que ça apportait une valeur aux utilisateurs, etc. Et enfin, j'ai été Head of Product de Maïf.fr, donc le site de la Maïf. Exactement, qui permet de distribuer de l'assurance. C'est ça. Et donc après cette expérience à la Maïf, j'ai rejoint l'ANCV il y a 2 ans. Et donc je suis devenue Head of Product à l'ANCV il y a 2 ans. Et j'ai constitué l'équipe produit, puisque c'est les tout débuts du produit à l'ANCV. Je crois que c'est ce dont on va parler. Oui, et effectivement, du coup, l'ANCV, si je ne me trompe pas, c'est une institution publique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'ANCV, ce que fait l'ANCV, et du coup, ce que vient faire peut-être le numérique au sens large dans tout ça, et par ricochet, la mise en place du product management, pratique produit, d'équipe produit, preneur de comprendre un petit peu comment c'est organisé à l'intérieur. Alors, en effet, l'ANCV, donc déjà, c'est-à-dire l'Agence nationale pour les chèques vacances. En général, ce que les gens connaissent, c'est la fin, c'est les chèques vacances. C'est une entreprise publique, c'est un établissement public qui a été créé en 1982 par l'État, donc déjà une quarantaine d'années. Et c'était pour développer l'accès aux vacances pour tous. En fait, il y a eu plein d'études qui ont montré que les vacances, c'était utile économiquement, mais c'est aussi hyper utile socialement. Ça aide à trouver son autonomie, ça aide à apprendre à gérer un budget, ça aide à apprendre
plein de choses. Ça aide aussi à se détendre. Donc, pour le bien-être aussi psy et tous les sujets de santé mentale dont on parle aujourd'hui, les vacances, c'est hyper important. Et donc, ça a été identifié par l'État déjà dans les années 80 et ils ont créé l'Agence nationale pour les chèques vacances. Donc, on est un EPIC. EPIC, c'est établissement public à intérêt industriel et commercial. Et donc, le produit phare, le chèque vacances papier, depuis des dizaines d'années, on est sur un chèque vacances papier, donc les petits carnets de chèques qu'on distribue, voilà. Comme le ticket restaurant. Ouais, en fait, c'est ça. une déclinaison. C'est souvent une Il y avait les comparaison. deux, ouais. C'est ça, on a les vacances et le restaurant. Et donc, le chèque vacances, il permet de payer toutes les prestations pour les vacances, donc le transport, la restauration, l'hébergement, les loisirs, la culture, etc. Donc, le chèque vacances, il est papier depuis des dizaines d'années. Et dans les années 2020, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on le dématérialise, comme le chèque restaurant aussi. Et donc, on a créé le chèque vacances Connect, donc la version dématérialisée du chèque vacances. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a plein de parties prenantes à la NCV. On a ce qu'on appelle les clients, qui sont en général des organismes sociaux type CSE, ou des employeurs, ou des indépendants, des chefs d'entreprise, Donc ça, c'est les souscripteurs. Ouais, c'est ceux qui commandent. Qui commandent les chèques vacances. C'est ceux qui sont nos clients, donc c'est ceux qui vont commander des chèques vacances en disant je veux tant de chèques vacances d'un montant de X. Ensuite, on a les commerçants, donc nous on les appelle les PTL, les professionnels du tourisme et du loisir, qui sont ceux chez qui on dépense nos chèques vacances. Donc ça peut être la SNCF et ça peut être le loueur de paddle, quoi. Enfin, vraiment, il y a plein de types de commerçants et ils composent notre réseau d'acceptation. Parce que tout le monde ne peut pas accepter de chèques vacances. Ouais, d'accord. Il faut être éligible, j'imagine, avec un certain nombre de critères. C'est ça. En fait, on est un établissement public, donc on est régi par une loi, et le chèque vacances, c'est régi par la loi. Voilà. Donc c'est hyper encadré, et donc il y a certains commerçants qui ont le droit d'accepter le chèque vacances, mais pour ça, ils vont sur notre site, ils disent voilà ce que je fais, voilà qui je suis, voilà mon SIRET, et là on peut leur dire ok ou pas ok, vous avez le droit d'accepter le chèque vacances. Au milieu de tout ça, on a les bénéficiaires. Donc, c'est ceux qui utilisent le chèque vacances, et c'est toi et moi, c'est ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui le dépensent. On a 4,8 millions de bénéficiaires en France, c'est énorme. Du coup, juste pour résumer ça, donc le volume est effectivement colossal, et je veux bien les stats de volume, mais du coup, 3 types d'acteurs en fait. C'est un peu comme le ticket restaurant, si on reprend cette analogie. Bénéficiaire final, vous et nous, les personnes qui en bénéficient, et effectivement, les acheteurs qui le distribuent, et les entités où elles sont consommées quelque part. Exactement. Ok. Et donc, à la fois du B2B et du B2C. Ah oui, c'est ce qui va être, j'imagine, on pose tout ça en décor, parce que j'imagine qu'à la fois la différence de parties prenantes, à la fois le fait d'être B2C, B2B va complexifier ou demande une manière d'opérer un peu spéciale. Exactement. Et donc, ça, c'est nos 3 parties prenantes les plus visibles, mais on a aussi d'autres partenaires et d'autres acteurs, parce que nos bénéfices, ils servent à des programmes d'action sociale, en fait. Comme on est un EPIC, comme tout ce qu'on veut, c'est aider les gens à partir en vacances. Donc, notre produit en tant que tel sert à aider le départ en vacances, mais en plus, nos recettes sont utilisées pour financer des programmes de départ en vacances pour des personnes fragiles, des seniors, des femmes victimes de violences, des jeunes, des aidants, des personnes en situation de handicap, etc. Et donc ça, c'est encore d'autres parties prenantes qu'on va avoir. Mais oui, donc on a beaucoup de parties prenantes en B2B et en B2C. Et donc de gros volumes, puisque 4,8 millions de bénéficiaires. Et quand tu comptes toute leur famille en plus qui en bénéficient aussi par ricochet, on est à 11 millions. Ok, donc ça fait presque 20% des Français ricochet directement. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement de base. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos clients, donc ceux qui achètent le chèque vacances, et nos commerçants, ceux qui font partie de notre réseau d'acceptation, il y en a beaucoup qui sont là depuis très longtemps. On est une institution, les gens nous connaissent. Quand on crée son commerce, on va frapper à la porte de la NCV pour savoir si on peut encaisser le chèque vacances. Quand on est notamment dans une grosse entreprise où il y a des CSE, les CSE, ils ont l'habitude de commander depuis des années du chèque vacances pour leurs salariés. C'est une obligation. Ça fait partie du cadre, quoi. Ça ne se rate pas. C'est ça. Et donc, en fait, ils avaient l'habitude de commander le chèque vacances papier, d'encaisser le chèque vacances papier. Les bénéficiaires avaient l'habitude de servir du chèque vacances papier. Et quand on a mis en place le chèque vacances Connect, ça a été vraiment une révolution, parce qu'on avait déjà avant pas vraiment de relation avec nos bénéficiaires, ce qui est récupérer les chèques vacances auprès de leur CSE, de leur employeur, etc. Et ensuite, ils le dépensaient auprès des PTL, des commerçants. Et c'était finalement ces CSE, c'est ce qu'on appelle les clients, les petites entreprises, etc., qui avaient des relations avec nous, et les PTL qui avaient des relations avec nous. Mais on n'en avait pas en direct avec le bénéficiaire. Oui, oui, c'est une des complexités du job. Du produit.
Et quand on a mis en place le chèque vacances Connect, en fait, le principe du chèque vacances Connect, c'est une application. Donc, c'est une appli dans laquelle on a notre dotation de chèque vacances. Et pour payer, on se sert de cette application. Donc, une relation directe avec le Donc, une bénéficiaire. relation directe avec le bénéficiaire. Exactement. Et donc, des bénéficiaires qui se mettent à nous appeler, qui se mettent à nous poser des questions, qui comprennent pas des choses. En plus, c'était un nouveau produit, donc il y avait plein de choses à adapter. Et de la même façon, des clients qui commandaient le même produit depuis 30 ans, et qui disent « Attendez, là, c'est quoi ce nouveau truc? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe pour le commander? C'est quoi ce nouveau parcours ?» Et pareil, des PTL à qui il faut donner les moyens d'encaisser ce nouveau produit. Ah oui. Parce que c'est pas un papier qu'on peut mettre dans son tiroir caisse. Donc il faut soit le mettre sur son site internet, soit l'encaisser avec une application mobile, soit l'encaisser sur un site web dédié, soit le mettre sur son TPE, Oui. Voilà. Et donc tous ces moyens, ça demande aussi beaucoup d'accompagnement et beaucoup plus de relations que ce qu'on pouvait avoir avant. Et à ce moment-là, en fait, il y a une prise de conscience, parce qu'avant, quand il y avait des problèmes sur le parcours, et il y avait des problèmes sur les parcours, comme toujours dans le produit, finalement, notre service commercial, notre service client, ils arrivaient à compenser ça, parce qu'ils les connaissaient, parce que... Ils géraient la relation. Exactement. Il y avait une habitude, il y avait du volume, certes, mais c'était pas les mêmes volumes. Oui, on passe de B2B, très classique, moins de clients, fort volume, à presque du coup l'utilisateur final, donc B2B2C, mais avec un accès B2C direct. Et là, c'est ça, on avait déjà du B2B2C, mais sans relation directe avec le site. Mais du coup, là, un volume, comme tu disais, j'imagine, de traitement, de services après-vente qui explose, de support. Et puis avec en fait, les professionnels, ils réagissent pas de la même façon qu'un particulier. Un particulier qui n'arrive pas à utiliser son chèque vacances Connect, il a besoin d'une réponse tout de suite. Il se frustre. Voilà. Alors qu'un client qui n'arrive pas à passer sa commande un jour, le lendemain, il la passera et c'est pas grave. Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Exactement. Et puis voilà, ce changement aussi pour les clients et les PTL, parce que notre service commercial, notre service de partenariat, ils ont dû aussi contacter tous ces commerçants en leur disant « On a un nouveau produit, voilà ce que ça va changer pour vous. » Donc, pas simple. Et donc, en fait, avec tous ces nouveaux contacts qui se créent, avec toutes ces nouvelles problématiques qui ont vu le jour, l'entreprise s'est rendue compte que la moindre modification sur le produit, ça avait un impact énorme. Et donc, prise en compte de la démarche produit et de la nécessité de mettre en place une démarche produit pour améliorer tous nos produits. Ok, super chouette. Donc, j'aurais plein de questions, et je pense que ça va être un peu le cœur de notre épisode, cette transformation, parce que j'imagine que ça impacte culturellement l'entreprise, ça la structure différemment, etc. Mais avant de raconter toute cette histoire-là, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de l'organisation, du coup, de l'équipe ou de l'organisation produit? Aujourd'hui, tu as évoqué rapidement, si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges, mais un produit du coup directement pour les bénéficiaires. Ce que je comprends, il doit y avoir un produit équivalent côté fournisseur de services. Je ne sais pas comment, tu avais un meilleur nom que ça pour moi, que moi, mais globalement, je suis un organisme de tourisme. J'imagine qu'il y a une solution aussi d'encaissement et de gestion dématérialisée du chèque vacances. Donc ça, j'imagine que c'est partie du portefeuille. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le portefeuille de produits et comment vous êtes organisé pour opérer ça, piloter ça? Est-ce qu'il y a des product managers, product designers? Est-ce qu'il y a peut-être aussi une pratique plus traditionnelle, ça ne pose pas de problème, de chef de projet? Combien de développeurs? Est-ce que c'est au sein d'une DSI, c'est côté métier? Juste qu'on comprenne un petit peu comment vous êtes organisé. Ça marche. Alors en effet, en termes de produits, je vais me concentrer sur ceux qu'on traite dans l'équipe. Oui, bien sûr. On a 3 sites web. Okay. Le premier, c'est celui qui est dédié donc aux clients, donc les organismes sociaux, les employeurs, les indépendants, etc. Ça s'appelle l'espace client. Pour commander. Grosse innovation. Non, c'est clair. Voilà. Mais c'est ça. Ça sert à la commande de chèques vacances, à la fois papier, ce qu'on appelle le chèque vacances classique, et Connect. Et ça sert aussi au suivi. Le suivi de livraison, le suivi d'activation, etc. Parce que le papier existe encore? Le papier existe encore, oui. Donc vous opérez les deux en parallèle? Oui. Ensuite, on a l'espace à l'autre bout, donc celui qui est dédié aux PTL, professionnels du tourisme et du loisir, les commerçants, si on veut simplifier. Et donc là, c'est l'espace où ils vont se conventionner, donc demander à rejoindre le réseau d'accès. Et c'est aussi l'espace où ils vont suivre leur remboursement, par exemple. Parce que pour le papier, le système, c'est je reçois du coup en paiement des chèques vacances papier, et ensuite je vais, avec un système de bordereau, les renvoyer à la NCV pour me faire rembourser. Bien sûr. Ce qui explique aussi pourquoi on ne connaissait pas beaucoup nos bénéficiaires de chèques vacances papier, parce qu'en fait, les PTL ne nous envoient pas forcément les chèques vacances papier à chaque paiement. Parfois, ils attendent la fin du mois et ils nous envoient tout d'un coup. Oui, voilà. Donc on ne sait pas... Exactement.
Donc on ne sait pas à quelle fréquence il y a des paiements, on ne sait pas forcément les montants des paiements, on a juste le volume à la fin du mois pour certains. Donc ça, c'est un autre espace. Et dans cet espace, au moment des chèques vacances Connect, on a dû intégrer une nouvelle fonctionnalité pour l'encaissement. Donc l'espace encaissement qui permet à un professionnel de dire bah voilà, je veux facturer 20 € de chèque vacances Connect à mon client, et du coup au client de lui payer en chèque vacances Connect, de le payer en chèque vacances Connect. Donc ça, c'est les deux espaces B2B, les deux sites B2B. Et ensuite, on a un site qui s'appelle le guide. Autrefois, en fait, quand il y avait du papier, on avait un peu comme un annuaire, un guide papier. Ah oui, bien sûr. Avec tout le réseau d'acceptation. Donc, je veux partir, j'en sais rien, en Bretagne. Je regarde en Bretagne les restaurants. Qui est référencé entre guillemets. Exactement. Voilà. Et donc, pareil, là, on est passé en version digitale. Donc, on a ce guide version digitale qui permet d'identifier quels sont les acteurs du réseau d'acceptation. Et ça permet aussi de gérer ces chèques vacances. Si par exemple, je veux en échanger, si je veux passer du papier au Connect, du Connect au papier, je vais échanger là-dessus. Si je veux les prolonger aussi, ça aussi s'appelle, c'est une autre modalité d'échange. Si les chèques vacances, ça a une durée de validité de l'année d'émission plus 2 ans. Donc si tu as des chèques vacances... Oui, qui sont périmés, mais récemment, ils sont quand même utilisés. Voilà, exactement. Et donc tu peux les avoir, par exemple, si tu les as à l'été 2025, ils sont valables toute l'année 2025, tout 2026, tout 2027. Et après, tu peux les échanger pour rallonger leur durée de validité. Ah, ok. Et c'est valable pour le chèque vacances papier et pour le chèque vacances Connect. Donc même le Connect, même le démat a une date de péremption. Exactement, mais qu'on peut prolonger plus ou moins indéfiniment. Et tout ça, bon, j'aurais plein de questions, mais bon, on va peut-être pas toutes les faire, mais c'est régi par un cadre de loi, non? J'imagine, à la fois sur ces dates de péremption, j'imagine peut-être les critères aussi pour être dans le réseau, enfin membre du réseau. Est-ce qu'on est membre du réseau ad vitam aeternam jusqu'à la disparition du commerçant ou pas? Il y a plein de règles. Donc en effet, tout ça est cadré par la loi, puisqu'on a été créé par une loi. Le chèque vacances est cadré par la loi. Et donc il y a cette durée de validité, il y a les critères pour faire partie du réseau d'acceptation, et il y a après des règles aussi pour répondre à ta question sur les PTL. S'il n'y a pas d'encaissement de chèque vacances pendant des années, on va le résilier, par exemple. Il y a des cadres comme ça qui nous permettent de sortir du réseau. Ou bien si le PTL encaisse des chèques vacances pour un usage qui n'est pas cadré par la loi. Ah, ok. Par exemple... un achat qui ne serait pas un achat oui, on a le droit par exemple de louer un vélo. Ouais. Voilà, loisir, je suis en vacances, je loue mon vélo. Par contre, j'ai pas le droit d'acheter un vélo. Oui, ok. Parce que c'est pas... Parce que ce ne serait pas un usage que exactement. De vacances. C'est pas de l'achat de produits en fait. De la même façon, j'ai pas le droit d'acheter de l'essence avec mes chèques vacances. Oui. Des choses comme ça qu'on ne peut pas faire. Ok. Et il y a des spécificités qui sont assez drôles quand on les découvre. Typiquement, les restaurateurs, ils doivent faire mettre la restauration sur place. Si on ne permet pas la restauration sur place, et donc ça on le sait via les numéros de tirette, etc., on ne peut pas accepter le chèque vacances. Ok, d'accord. Il y a plein de règles comme ça, un peu tricky, qu'il faut avoir en tête. Oui, qu'il faut connaître. Claire, et aujourd'hui, en termes de chiffres, on reviendra sur la question de l'équipe juste après, en termes de volume ou en termes de répartition entre le papier et le démat, où est-ce que ça en est? Alors aujourd'hui, on a une majorité de papier encore. D'accord. On est en global sur le chèque vacances papier et Connect, 1,8 milliard d'euros de chèques vacances utilisés en 2024. C'était 1,8 milliard. Donc énormément de transactions. Volume. Et si on prend la partie Connect uniquement, sur 2024, on a eu 1,4 million de paiements en Connect. Okay. Et le montant, c'était un peu plus de 200 millions. Donc on est quand même sur... c'est un gros volume, mais par rapport aux 1,8 milliard, on a encore besoin du chèque vacances papier. Et du coup, ça, c'est bien sûr des métriques qu'on veut améliorer. En 2025, on a déjà dépassé le 1,4 million de paiements. On a déjà dépassé tous nos chiffres de 2024. On a une belle croissance. Ok. Et ça, est-ce que c'est une stratégie de votre part, petit à petit, de bifurquer sur du full démat? Est-ce qu'il y a un objectif de l'administration autour de ça, ou de la NCV en tant que telle, en tant qu'institution, ou pas forcément, vous proposez les deux et c'est vraiment 100% au choix du CSE en question ou de l'employeur? Voilà, est-ce que vous êtes
interventionniste sur le sujet ou pas forcément? Alors, on est interventionniste dans le sens où on veut développer le Connect. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment une volonté. C'est une stratégie de développer le Connect. Par contre, on n'a pas de souhait à date de supprimer le papier. On Ok. pense qu'au contraire, c'est vraiment une richesse d'avoir les deux, de Mhm. pouvoir à la fois avoir du Connect et à la fois avoir du papier. Ça permet aux bénéficiaires en fait d'avoir le produit qui leur est le plus adapté. Et on a créé aussi un produit dans le produit, en tout cas une fonctionnalité au sein de l'espace client qui s'appelle Objectif Vacances et qui permet de laisser le choix aux bénéficiaires. Donc, en D'accord. fait, le CSE va envoyer via cet outil des mails à ses bénéficiaires et il va leur dire est-ce que tu veux du Connect, est-ce que tu veux du papier, est-ce que tu veux les deux. Et c'est le bénéficiaire qui va dire ce qui lui convient le mieux. Ce qu'on veut, en fait, nous, c'est la satisfaction de nos clients. Ok. Et s'il y a des clients qui sont satisfaits avec le papier, bah, super. S'il y a des Mhm. clients qui veulent les deux, encore mieux. Et si on a des clients qui veulent que du Connect, parfait. Ok, chouette. Très très clair. Et du coup, pour piloter ces fameux millions de transactions qui sont en connect et du coup en matérialisé, puisque je comprends qu'il y a quand même un parcours digital aussi de commande, de paiement, etc. Euh, Vous êtes organisé comment? Vous êtes structuré comment dans cette équipe? Alors, juste avant de te répondre là-dessus, pour finir sur les produits, je t'ai parlé des 3 Ah sites web, oui, pardon, oui. mais on a aussi des applications mobiles. Ah, voilà. Donc il y a web et mobile. Il y a web et Mais mobile. c'est pareil, vous avez des applications natives, c'est pas fort. Exactement. On a 2 applications, une qui est dédiée aux bénéficiaires, et donc c'est cette application qui leur permet de payer, l'app Oui, Céveco. parce que pour le bénéficiaire, j'imagine que c'est un usage plutôt mobile first. Exactement. C'est en mobilité qu'on va exploiter ça, on est en vacances, on n'est pas devant forcément son ordinateur. C'est ça. Et un des freins en plus qu'on avait identifié sur le chèque vacances papier, c'est les gens qui partent en vacances en les oubliant. Le téléphone, tu peux pas l'oublier. Ou bien tu refais demi-tour pour le coup. C'est plus critique. C'est ça. Donc on a créé une application sur iOS, sur Android, qui permet aux bénéficiaires d'utiliser leur chèque vacances. Donc il y a combien on a d'argent, sa dotation, ce qu'on a fait comme paiement, et puis ça permet de payer effectivement. Et on a le pendant côté pro, parce que je te le disais, les pros, donc les PTL, les commerçants, peuvent encaisser via leur espace dédié, mais ils peuvent aussi encaisser via une application, ce qui leur permet aussi, s'ils n'ont pas un ordinateur sous la main, de pouvoir encaisser directement. Et il y a plein d'autres modalités d'encaissement, donc je te disais les TPE, les bornes, etc. Donc on a aussi une API qui permet d'encaisser de plein de manières différentes. Et donc tous ces flux, c'est aussi géré dans mon équipe. Ok, c'est très clair. Et du coup, est-ce que ça peut être un complément aussi de paiement, par exemple? Oui. Je comprends, s'il y a une API, ok. Tu peux, je sais pas, Une location de vélo à 60 € la journée, on peut payer 20 € en chèque vacances et 40 € personnel. Exactement. Et c'est même pareil sur beaucoup de sites internet aujourd'hui. Je sais pas, tu prends un camping pour les vacances, et bah tu payes, je sais pas, 120 € en chèque vacances Connect et le complément en carte bleue, par exemple. Très bon, très clair, ok. Et donc l'équipe. Et donc, du coup, l'équipe pour opérer tout ça, parce que c'est quand même. Du coup, combien d'applications tu m'as dit 2 applications, enfin mobiles. 4 parce que tu en as sur chaque store, mais 2 applications et 3 sites. Et 3 sites, ok. Donc pour ces 7 produits, c'est ça. Plus l'API. Plus l'API, plus les flux, plus donc pour opérer tout ça, j'ai des profils produits, donc qu'on appelle des product owners. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des product managers dans leur, dans leur fonction. Mais c'est sur la discovery et du delivery. Exactement. Mais bon, on va pas rentrer dans ces nomenclatures sur les débats de chapelle. Donc, il y en a 4 dans mon équipe. Okay. On a 2 UX/UI et on a un digital analyst. Ça, c'est l'équipe vraiment produit. C'est mon équipe, plus moi. L'équipe fonctionnelle. C'est ça. Historiquement. Exactement. Et ensuite, on travaille avec beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise, notamment la DSI, mais aussi les équipes commerciales, les équipes de la relation client, le marketing, la compta. Oui, beaucoup de parties prenantes. Beaucoup de parties prenantes internes. Et la spécificité, c'est que la NCV a fait le choix d'externaliser une grande partie de la fonction de développement, toute la fonction de développement même. Il n'y a pas de développeur. Il n'y a pas de développeur en interne. Donc, c'est que des prestataires. Et comme on est un EPIC, on est soumis au code des marchés publics. Bien sûr. Donc, c'est que de l'achat par marché public, des prestations de long terme, etc. Est-ce que c'est des développeurs qui sont quand même en plateau avec vous ou c'est d'accord? Donc ça nécessite une adaptation aussi potentiellement, bon, peut-être pas en discovery si vous avez les designers et les product owners en interne, mais par contre, j'imagine que sur les phases de delivery, ça demande des adaptations dans la manière d'opérer. Oui, et ça demande des acteurs en plus aussi, parce que du coup, on a non seulement des développeurs, mais on a aussi des chefs de projet chez les prestataires. Bien sûr, pour piloter les équipes techniques, comme des delivery managers. Un peu, ouais. Et puis, on peut avoir aussi dans certains cadres des analystes un peu qui vont nous aider. Les testeurs, il y en a parfois qui sont des prestataires, mais sur site, et d'autres qui sont des prestataires chez le prestataire.
on a le double modèle et on a du coup aussi au sein de la DSI le profil product côté technique, donc Oui. qu'on appelle les TPO, Technical Product Owner. Ah, ok, intéressant. Intéressant. Et du coup, les product owners travaillent en binomage avec des Exactement. techniques PO. Du coup, on a une organisation par produit, par périmètre. Donc, c'est pas des squads, mais voilà, on sait qui travaille sur quoi. Et chaque produit a sa mission, ses objectifs, ses métriques, etc. Et du coup, le digital analyst et les UX/UI se partagent entre les différents périmètres. Ok. Et côté data, parce que j'imagine que il y a quand même pas mal, on parlait de la pérification, mais vu les volumes, vu les transactions, il y a de la donnée forte qui transite. Il y a une équipe data ou c'est pareil, c'est externalisé avec les équipes techniques? Alors, il y a une équipe data interne, D'accord, ok. pour le coup, avec un suivi depuis longtemps de toutes nos données de transactions, etc. internes. On a une partie aussi de la data qui est suivie chez le prestataire, parce que pour le chèque vacances connect, on a un prestataire qui gère tout le paiement, en fait, qui a la brique technique de paiement. Et donc ça, il y a certaines données de paiement, c'est eux qui nous les donnent. Et donc nous, on a dans l'équipe un digital analyst pour toute l'analyse des parcours, de tout ce qui se passe sur nos produits en tant que tel. Donc on a un peu de la donnée partout. La donnée d'usage et la donnée transactionnelle. C'est ça. Puis on a la donnée beaucoup business en fait. Avec Et l'équipe data, on a énormément de données business plus larges sur le chèque vacances connect, sur le chèque vacances papier. Et puis après, nous, on a vraiment la donnée product, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe sur nos interfaces. Ok, super clair. Et du coup, cette équipe, c'est toi qui l'as constituée ou t'es arrivé, l'équipe était déjà en place. On a discuté d'une évolution et d'une transformation pour cette organisation qui passe d'un modèle papier à un modèle hybride digital, voire full digital avec Connect. Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été l'histoire de la NCB là-dessus? Qu'est-ce qui a convaincu peut-être la NCB de bifurquer en mode produit, même si tu as évoqué 2-3 éléments là-dessus, et comment ça s'est structuré, comment ça s'est créé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre toute cette évolution vers du mode produit. Alors, quand je suis arrivée, il y avait 3 product owners. Ok. Donc c'était déjà, il y avait des prémices. Donc il y avait des prémices. Et du coup, tous les autres, je les ai recrutés. Donc, le 4e PO, les 2 UX/UI et... Enfin, ils sont arrivés une fois que oui, je les ai recrutés. Et le digital analyst cette année. On est une équipe récente du coup. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans. Oui. Il y avait 3 PO, mais dont un qui avait pris son poste quelques mois avant. D'accord. Et ensuite, j'ai recruté il y a un UX/UI qu'on a pris en apprentissage. Ça se transforme en CDI, donc c'est super. Et il y en a une que j'ai recrutée il y a 1 an et demi, une autre PO il y a 1 an et demi. Le digital analyst, il est arrivé il y a même pas 6 mois. Donc c'est vraiment une équipe récente et en transfo. Et du coup, en fait, toute la méthodologie produit, toute la conscience produit, elle est partie de la mise en place du chèque vacances Connect, qui a été un énorme projet en fait. Ouais, c'était un énorme pilote en fait. C'était un projet qui a été piloté, un programme qui a été piloté en mode projet, avec beaucoup de choses de disco et de compréhension, mais c'était quand même, voilà, il fallait sortir un produit, on savait ce qu'il fallait sortir, il fallait le construire, et ça c'était énorme. Et donc là, il y a eu une direction qui a été créée en lien avec la création de ce produit. Et ensuite, la direction, elle a évolué. Et quand on s'est mis plutôt en mode run, avec du coup, ok, maintenant on a créé le chèque vacances Connect, mais il y a aussi tout le reste autour qu'il faut transformer, faire évoluer. Il y a une évolution de la direction qui est maintenant la DDMD, donc c'est la direction du marketing, la direction du développement du marketing et du digital, dans laquelle il y a l'équipe marketing, l'équipe produit et des chefs de produits stratégiques ou des chefs de projets stratégiques qui travaillent sur plein de sujets transverses à l'entreprise. Ok, très clair. Et du coup, aujourd'hui, la pratique produit à la NCV, on a parlé un petit peu de discovery, du delivery, comment tu la positionnes, où est-ce que vous en êtes, et c'est quoi les gros challenges à venir pour voilà, continuer à transformer, à améliorer peut-être la pratique produit. Bon, je sais que nous, on accompagne aussi beaucoup de transfo. Parfois, la difficulté, c'est aussi les parties prenantes. Est-ce qu'ils maîtrisent ça? Est-ce qu'ils savent collaborer dans ce mode-là? J'imagine peut-être avec que de l'externalisation, aussi développement à distance. Ça peut être un challenge. Voilà, comment tu vois les choses? Alors, on a mis un gros focus sur la disco. Okay. On en parlait un peu tout à l'heure. On a du B2C, du B2B. On a de l'app et on a du desktop, enfin du site web. Et en plus, au sein de nos parties prenantes, on a des gens hyper différents. C'est-à-dire que dans les clients, par exemple, c'est pas pareil d'être le trésorier du CSE d'une énorme boîte qui commande du chèque vacances depuis 30 ans que d'être kiné en libéral.
Ouais, il y a des personas. C'est pas du Ouais, tout ouais. les mêmes enjeux. Et le risque, ça pourrait être de justement se fier aux moyennes. Donc, un client en moyenne, il commande X chèques vacances. Un client en moyenne, il a X bénéficiaires. Mais en fait, ça cache une variété de modèles où tu as des énormes comptes, où tu as des Des fonctions employeurs, libérales, comme voilà, tu des dis. fonctions libérales, des indépendants. Il y en a qui commandent uniquement pour eux, il y en a qui commandent pour leurs salariés, il y en a qui commandent pour Hmm. leurs collègues. Enfin, c'est vraiment très varié et avec des modèles très différents. Il y en a qui vont faire que du chèque vacances papier, d'autres qui vont faire que du connect, d'autres qui vont faire les deux, certains qui vont servir d'objectif vacances, d'autres non, certains qui ont un logiciel de gestion, certains qui n'en ont pas et qui se débrouillent avec du fichier Excel. Enfin, vraiment, c'est très très varié comme usage et du coup comme besoin. Côté PTL, pareil. Euh, on, on voit qu'une toute petite partie de l'iceberg, c'est les gens qu'on voit souvent, qu'on connaît, ceux qui parlent le plus fort, etc. Hmm. Mais en fait, quand on creuse, des PTL, on en a 130 000 Ah oui. point d'accueil. Et du coup, c'est autant de personnages différents. Eh oui, bien sûr. Oui. Et puis là, j'imagine que c'est à peu près pareil entre grosse structure d'accueil, de loisirs, versus un petit indépendant, un loueur ou un Oui. restaurant. J'imagine que c'est pas les mêmes besoins, les mêmes pratiques. Pas du tout les mêmes besoins, pas du tout les mêmes pratiques, ne serait-ce que sur l'encaissement. Hmm. Avec le chèque vacances connect, on a proposé au PTL plein de modes d'encaissement différents. Hmm. Il y en a qui vont avoir un plateau d'appel qui va prendre les gens au téléphone et qui va aller sur notre site web pour encaisser. Il y en a qui vont faire que du présentiel avec l'app. Il y en a qui l'ont intégré sur leur site web et mis en agence. Enfin, voilà, y a plein de modèles différents. Et en effet, le loueur de pédalo, il va pas fonctionner pareil et avoir les mêmes besoins que Air France. Hmm. Et du coup, de cette disco et de ce paysage extrêmement varié, vous arrivez quand même à vous focus sur une vision produit, sur des fonctionnalités qui vont réunir ces usages-là, à minima satisfaire à peu près tout le monde pour ne pas avoir 36 versions d'une app ou 40 versions d'un site web selon les besoins de chacun. Oui, on n'a pas 36 versions d'app, heureusement. Mais ça impose quand même un peu de personnalisation. Donc, comme tu le disais, on a des personas, on a quand même on essaye de réunir les pratiques dans des grandes cases, ce qui nous permet de nous dire, OK, il y a ceux qui ont plutôt ces besoins-là, ceux qui ont plutôt cela, ceux qui ont plutôt cela. Et ce qui, parfois, est un peu difficile, c'est d'orienter la bonne personne vers le bon modèle pour bien répondre à son besoin. Parce que du coup, comme il y a une variété de façons d'encaisser, comme il y a une variété de besoins, c'est pas forcément évident pour eux d'identifier ce qu'il leur faut. Ce qui est top, c'est qu'on a un super service client et un super service commercial. Donc, il y a des gens qui sont vraiment suivis de près et pour lesquels Ils sont orientés. ils sont hyper orientés. Mais il y a aussi la longue traîne, quoi. Donc, tous les gens qui peut-être n'ont pas le temps de nous appeler ou ont des pratiques un peu spécifiques. Et il faut que dans le produit, on arrive à S'en les sortent. orienter directement. Donc, ça, c'est des gros enjeux. Donc, beaucoup de disco par plein de moyens différents. On a fait de l'immersion, on a fait des tests, on a fait des enquêtes, on a intégré sur un certain nombre de nos produits de la review in-app, ce qui nous permet d'avoir des retours de nos utilisateurs sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils identifient comme problème potentiel, sur les questions qui se posent. On a aussi beaucoup de liens avec les équipes internes, parce que finalement, les commerciaux, l'équipe de la relation client, ils sont tout le temps en relation avec des utilisateurs, donc on a énormément de matière via eux, on fait de la double écoute aussi, des choses comme ça. Donc beaucoup de disco. Gros sujet d'analytics. Gros sujet. Quand je suis arrivée, on n'avait pas beaucoup de data. Ok. Donc on a eu un énorme plan de... Monter, ouais. Voilà. Donc maintenant, on commence à avoir des informations, mais c'est encore un work in progress. Ouais, et puis, enfin, pour connaître un petit peu le domaine de l'administration, vous êtes, j'imagine, aussi contraint sur l'usage des outils. Là-dessus, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle solution. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit extrêmement aligné avec la réglementation. Ouais. Du coup, c'est vrai que la première étape, en fait, pour récupérer les données, ça a été de nous assurer que côté cookies, on était bon, quoi. Oui. Donc, revoir toutes nos bannières de cookies, s'assurer que ça les traitait bien. Donc, c'est pour ça que c'est encore un work in progress, mais c'est aussi pour ça qu'on avait vraiment besoin d'un digital analyst dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est des sujets sur lesquels on avance, mais qui nous permettent d'avoir de plus en plus d'informations sur le fonctionnement des parcours et sur les attentes de nos utilisateurs, sur les pain points, etc. Ok, et aujourd'hui, tout ce travail de discovery, vous arrivez à l'orchestrer sur du delivery? Est-ce que c'est un challenge ou pas? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? L'intérêt, c'est qu'on n'est pas encore énorme.
Oui. Bon, après, la NCV, c'est pas une énorme entreprise, on a des gros volumes, mais finalement, on est 230 salariés. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de dimensionnement. Ok. Donc, c'est pas une énorme entreprise. C'est assez facile du coup, d'opérer et C'est ça. d'échanger. Donc, et puis les UXI, ils sont dans la même équipe que les products. Donc Mhm. en fait, la relation, elle se fait bien et les UX, ils sont intégrés de A à Z dans l'expérience. Ils sont d'ailleurs Ça, c'est UX top. et UI, Ouais. ce qui leur permet de voir les choses de A à Z. Donc oui, pour le coup, ce qu'on récupère comme information, on l'intègre vraiment dans notre delivery. Et c'est ça qui a été aussi un des gros changements, c'est que finalement, on est allé prendre l'information directement des utilisateurs pour faire évoluer les produits. Et plus juste de ce que pouvaient nous demander des métiers ou de ce qu'on pouvait intuiter ou imaginer. Voilà, on s'est beaucoup servi de la disco pour ça. On a aussi beaucoup travaillé sur les maquettes, en fait. On avait beaucoup de... On a beaucoup de produits, enfin, on a un legacy, hein, on va pas se leurrer. Côté technique, il y a des choses qu'on peut pas modifier parce que Oui. ce serait beaucoup trop lourd. Mais il y a des choses qu'on peut faire finalement qui sont pas énormes et qui tout de suite Apporte de la valeur. apportent de la valeur. Et ça, on a beaucoup travaillé dessus. Ce qui est un peu un challenge en ce moment, c'est que maintenant, on en a beaucoup d'insights. Ok. Donc, c'est d'arriver à prioriser aussi. Exactement, et puis même à les classifier, à aller les chercher. Parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup d'historique, donc on avait tous tout en tête. Bon, maintenant, c'est plus possible. Il faut qu'on ait un outil. Donc là, on vient de mettre en place Notion pour que ça nous serve d'outil de repository et qu'on puisse vraiment avoir toutes les informations sur tous les insights et aller les récupérer au bon moment. Ouais, puis une des difficultés, et notamment dans votre situation où les usages sont assez, comme tu le disais, étendus, c'est de pas trop complexifier la solution parce que tu peux avoir multi-insights, mais après, comment tu les priorises, c'est une chose, comment tu les classifies, c'est une chose, tu l'évoquais, mais aussi comment tu crées une expérience qui reste fluide et qui reste acceptable et pour l'utilisateur sans que ça se devienne une usine à gaz complètement abscon pour l'exploitation de tout un chacun. Ouais, je sais même pas si c'est les insights qui nous créent ce risque. Nous, ce risque, il est inhérent à notre activité. Parce que, oui, parce que pour le coup, on est un établissement public et en plus, on a un moyen de paiement. C'est la double peine en termes de contraintes. Donc, du coup, on est soumis à énormément de cadres réglementaires. Il y a un exemple qui me vient là-dessus. Donc, le système pour payer un chèque vacances connect, c'est qu'on va, sur son application, devoir rentrer un code de paiement qui permet de valider la transaction. Donc, mettons que je sais pas, je prends un billet à la SNCF, je vais rentrer mon identifiant au moment de payer chèque vacances connect, je vais avoir une notification sur mon téléphone, comme on peut avoir sur son appli bancaire, et du coup, je vais devoir rentrer un code pour valider la transaction. Sauf que ces chèques vacances connect, on s'en sert pas tous les jours. C'est pas comme le code de paiement de ton appli bancaire que tu as vraiment au quotidien ou de ta carte que tu connais par cœur. Donc, ce code de paiement, on a des utilisateurs qui l'oublient. C'est régulièrement. Et on a certains PTL, par exemple dans la restauration, quand c'est l'heure de pointe, on n'a pas le temps d'attendre que l'utilisateur il cherche dans son carnet le code qu'il avait noté ou qu'il fasse une réinitialisation de code au moment du paiement. Donc ça, c'est un énorme pain point. Remonter, j'imagine, par les deux côtés. Remonter de partout. Sauf que du coup, pour évoluer là-dessus, c'est une évolution au produit, certes, mais c'est aussi s'assurer qu'on reste sur la sécurité, qu'on reste dans le cadre réglementaire, etc. Donc en fait, finalement, l'analyse des insights et la solution, pas si compliqué à trouver. On s'est dit, il faut mettre la biométrie au paiement. Assez évident finalement. Mais avoir toutes les analyses qui vont bien, pour les présenter à notre direction et leur dire, je vous assure, c'est ça qu'il faut faire. Et non, la sécurité, elle ne sera pas mise à mal. Et oui, on garde le même niveau de garantie, finalement, pour nos bénéficiaires. C'est bien eux qui vont se servir de leur chèque vacances, ils ne vont pas se les faire piquer. Et de leur montrer que c'est un usage qui est vraiment développé aujourd'hui, que les bénéficiaires vont savoir s'en servir. Enfin, tout ça, c'est des analyses avec le RSSI, c'est des analyses de marché, c'est beaucoup de travail de conviction pour finalement avoir mis en place cette évolution, qui est une super évolution, qui a été très attendue et très appréciée, mais il y a quand même tout ce travail de conviction. Donc c'est pas tant le nombre d'insights qui nous rend ce travail difficile, c'est plus, ok, c'est quoi le cadre dans lequel on a le droit d'opérer? Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, ça, est-ce que les parties prenantes aujourd'hui, là, tu parlais de direction, etc., est-ce qu'ils voient la valeur de l'approche produit? Est-ce qu'ils sont convaincus? Voilà, où est-ce que ça en est? Parce que du coup, ça a été toute une mise en place et toute une évolution. Tu disais avec ce programme Connect qui a été un peu au cœur de la mise en place de cette démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus? Est-ce qu'ils y voient l'impact?
Oui. Comment tu vois les choses? Alors, on a tous les trimestres un copil produit avec tout le CODIR, donc toute la direction de la NCV, ce qui nous permet d'avoir une relation de proximité, d'expliquer les sujets, d'expliquer les prios, de valoriser la roadmap, d'en échanger avec eux. Donc ça, c'est très très utile. Ouais, sympa, c'est un mode de gouvernance direct. Un peu. Exactement. Donc ça nous permet vraiment d'avoir la décision rapidement et de leur faire comprendre aussi les atouts du produit, parce qu'ils voient les évolutions de trimestre en trimestre. Pour tout ce qui est la transpo plutôt vis-à-vis des collaborateurs, on a essayé de mettre plein de choses en place. Donc on a fait des énormes réunions où on présentait la pratique produit, où on expliquait tous les termes en anglais en disant alors, voilà, exactement. On a fait aussi des acculturations pour tous les managers. On fait une journée d'acculturation sur le produit, qu'est-ce que c'est que les méthodes produits, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte. Tout ce qui est test utilisateur, quand on les fait avec des prestats, il y a une présentation des résultats qui est ouverte à toute l'entreprise. Donc on a des gens de la relation client à la compta qui viennent assister à ça, ce qui permet aussi de diffuser. Donc la communication, c'est jamais un sujet simple. Peu importe la taille de l'entreprise, voilà, quand c'est une nouveauté, quand il y a plein de termes qui ne sont pas forcément évidents et qu'en plus, quand on parle de produit à la NCV, en fait, on parle de chèque vacances. Quand je dis oui, le produit, le chèque vacances, non, en fait, le produit, c'est pas que le chèque vacances. Ça demande beaucoup de pédagogie et beaucoup d'accompagnement. Mais ce qui est super, c'est que ce focus utilisateur, en fait, il fait vraiment partie de l'ADN de l'agence. Les salariés de l'agence ont toujours été extrêmement focalisés sur la satisfaction de leurs utilisateurs. Ok, donc il y a déjà un terrain. Il y a déjà un terreau fertile. Un terrain pour les pratiques. Okay. Exactement. Et donc, du coup, même si au début, ça peut être un peu compliqué, qu'il faut comprendre que ça peut grincer, et ça a grincé, finalement, une fois qu'ils voient la valeur, une fois qu'ils voient les choses en prod, une fois qu'ils voient leurs clients ou leurs contacts contents, une fois qu'ils voient la mise en œuvre de choses qu'ils ont pu demander pendant des mois sans forcément avoir été entendus, là, ça fait un effet waouh et du coup, ça devient vraiment nos promoteurs en interne. Après, des fois, ça a frotté, hein, clairement. C'est la gestion du changement. Voilà, on avait un fonctionnement plutôt cycle en V, quoi. Enfin, on voit une évolution qu'il faut mettre en place, donc du coup, quelqu'un le fait. Spécifier, ouais, c'est ça, mais on se pose pas trop la question de l'impact parce que de toute façon, on peut pas mesurer. Donc, ah oui, c'est vrai que niveau data, c'était compliqué. C'était compliqué. Et je me rappelle quand je suis arrivée, quelques mois après mon arrivée. Donc, comme on fonctionne avec des prestataires, il y a un système de devis avant de passer à l'étape de développement. Et donc, on me présente un devis, je ne sais plus pourquoi c'était, mais quand j'interroge l'équipe sur c'est quoi cette évolution, c'est quoi la valeur attendue, c'est quoi le risque à ne pas faire, c'est pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va apporter, très vite, on se rend compte que clairement, le ROI n'y est pas, quoi. Il ne faut pas y aller. Donc, j'annonce au prestat que non, ça, on peut l'enterrer, ce devis, on n'ira pas. Et là, stupéfaction, quoi. Genre, mais pourquoi ouais, je pense que c'était une des premières fois que, à ce niveau-là d'avancée, on killait un sujet. Alors que moi, ça me paraissait vraiment une évidence, que je sais qu'il fallait pas y aller, quoi. Et d'ailleurs, en parlant à l'équipe, c'était pareil. Mais on était tellement dans des habitudes de quelqu'un demande ça, on fait l'analyse, on fait ça, ok, on a un devis, on passe au dev. On se posait plus la question de la valeur. Et en plus, comme c'était sur des cycles longs, parfois, le temps que ce soit mis en prod, en fait, c'était trop tard. La classique, il n'y a plus besoin. Ou besoin de changer. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu quand même un peu d'étonnement, un peu de frottement, quand à chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je disais mais pourquoi, mais c'est quoi le métrix derrière, et qu'est-ce que ça va apporter, mais c'est quoi la solution de contournement? Pas simple, parce que c'était pas dans les habitudes. Donc, voilà. Et puis il y a aussi des choses où, au contraire, il y avait des gens qui étaient hyper contents que ces pratiques soient mises en place, qui m'ont dit c'est super, on va tout révolutionner, c'est ça, et qui me disaient du coup, est-ce que tu peux faire ça? Et j'étais mais en fait non, là c'est trop ce que tu me demandes, on a un legacy technique, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, mais on a 36 autres sujets, il faut aussi qu'on priorise, là ça a un coût non nul, donc même pour ceux qui étaient très, très contents et très volontaires, il a aussi fallu dire non, et donc ça c'était pas forcément simple à accepter. Ok, c'est chouette, c'est vrai qu'on pense toujours qu'aux détracteurs, mais parfois les promoteurs ils peuvent être frustrés. Ouais, c'est ça. Il y a l'apprentissage de la démarche aussi pour eux. Chouette, peut-être une des dernières questions pour finir. Comment toi tu vois la suite? Quels sont les challenges que vous avez sur les produits? Peut-être quels sont les impacts qui arrivent, qui sont en place et qui vont venir perturber positivement ou peut-être moins positivement notre activité? Est-ce que tu peux nous en parler sans révéler de secret de chapelle, mais voilà, s'il y a 3 sujets intéressants, c'est toujours bien de comprendre la suite. On a, je pense, encore un sujet d'orga. Donc on est encore récent et clairement ce côté
Développement complètement externalisé. On sent que ça a atteint ses limites aujourd'hui dans une démarche produit qui a pris en maturité. Donc on a encore des évolutions à faire de ce côté-là pour vraiment répondre aux besoins. Notre ligne de mire, ça reste et ça restera toujours la satisfaction de nos bénéficiaires, de nos clients, de nos PTL, de nos parties prenantes. Donc ça, c'est des métriques qu'on suit de très près, nos NPS, etc., qu'on a mis en place. Et pour faire ça, on se rend compte que c'est plus facile quand même d'avoir des gens en direct et d'avoir aussi des équipes avec qui on est tous les jours et avec qui on parle tous les jours. Même si on a mis de plus en plus de liens aussi avec nos prestats. Avant, on leur parlait une fois par semaine. Bon, maintenant, ça aussi, ça aide. C'est ça, exactement. La collaboration. On arrive maintenant à mettre en place des méthodes agiles avec nos prestats, avec le daily tous les jours, avec tout ce qu'il faut, le sprint qui va bien. Voilà. On a des contraintes, mais on arrive quand même, sans forcément être sur une méthode au produit by the book, à être pragmatique, à prendre les trucs utiles et à s'en servir. Un des autres sujets qu'on a qui est plutôt lié aux produits et aux évolutions réglementaires, même si c'est pas tout récent, c'est l'accessibilité. On est un établissement public, on se doit quand même d'être exemplaire là-dessus. Par ailleurs, on est assez convaincu du sujet. Enfin, on pense que c'est un vrai enjeu, l'accessibilité, et que c'est nécessaire d'évoluer là-dessus. En plus d'être tout type de public, en fait. On est tout type de public, on est très large. Enfin, quand on regarde le nombre de nos bénéficiaires, de fait, on touche un marché très large. Et donc, pour ça, il faut repenser plein de choses. D'abord, il faut comprendre. C'est quoi l'accessibilité? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut se palucher le RG2A. C'est quoi tous les critères? Ok, comment ça fonctionne? Donc, il y a des enjeux de compréhension, il y a des enjeux de formation. C'est des travaux internes. Donc, par exemple, une de mes UX, elle a fait une formation sur l'accessibilité pour vraiment, dans le design, pouvoir intégrer les enjeux d'accessibilité. Mais il faut aussi qu'on l'intègre dans le développement. Parce que le design tout seul, ça suffit pas. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, souvent, une critique des designers sur le sujet de l'accessibilité, où derrière, ça ne suffit pas forcément en dev. Ouais. Sauf que nous, nos devs, ils sont externes. Eh oui. Donc, il faut aussi s'assurer que ce soit pris en compte par nos devs qui sont externes. Ensuite, il y a des sujets de priorisation. Est-ce qu'on se fait de l'accessibilité à tout va sur tous nos produits? Même ceux où on sait qu'avec le legacy, ça va être hyper long, hyper coûteux. Est-ce qu'on priorise d'autres sites? Oui, il y a un effort impact, une capacité à faire. Exactement. Et on a un enjeu assez spécifique que je ne mesurais pas avant de rejoindre la NCV sur les applications. Il n'y a pas de RG2A pour les applications. Il n'y a pas de réglementation pour les applications. Enfin, pas française en tout cas. Donc, est-ce que d'un point de vue légal, jurisprudence, c'est le web qui parle, même s'il y a des spécificités au mobile? Nous, l'application Chèque Vacances Connect, c'est une obligation pour nos bénéficiaires. Il n'y a pas d'autres outils permettant de payer. Donc, de fait, ce produit, il se doit d'être aussi accessible que possible. Et donc, là-dessus, on a une réglementation luxembourgeoise, avec des critères luxembourgeois qu'on essaye de regarder, dont on s'inspire pour améliorer les choses. Mais voilà, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer en tout cas. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, hein, comme sur le produit, sur nos réflexions et sur nos apprentissages aussi. Donc on n'est clairement pas encore parfait, mais on essaye de le prendre en compte autant que possible, de se poser les bonnes questions pour faire les choses de la bonne façon. Très clair. Et de toute façon, sur l'accessibilité, je ne sais pas quelle est ta vision, mais je ne sais pas s'il faut être 100% accessible, parce qu'au bout d'un moment, ça vient contrecarrer parfois l'expérience utilisateur, ça fait des expériences utilisateurs un peu plus pauvres. C'est compliqué de s'y retrouver, etc. Je ne sais pas si vous en êtes là, mais souvent on dit qu'il y a quand même un niveau à atteindre, mais qui n'est pas forcément de l'état de l'art, parce que l'état de l'art, derrière, vient créer d'autres problématiques, in fine. Et peut-être même pas exécutable avec le legacy. Oui, c'est ça. Je ne sais même pas si c'est réellement possible d'être 100% accessible, en réalité. Je pense que, pour du coup avoir lu les critères du RG2A, il y en a qui sont clairement subjectifs. Donc, je ne sais plus, par exemple, pour une image, avoir un texte assez explicite pour remplacer l'image. Le assez explicite, peut-être que si tu le lis... C'est interprétatif. Voilà, exactement. Donc, en fonction de l'auditeur qui, derrière, va regarder, je ne suis pas sûre que 2 auditeurs mettent toujours la même note. Je suis même assez certaine que non, pour l'avoir vécu. Donc, du coup, je pense que le 100%, il n'est pas atteignable. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire le meilleur effort pour améliorer cette accessibilité et de manière à ce qu'en fait ça serve à tous, parce que un titre qui est plus clair, un tableau qui est mieux fait, en fait ça sert tous les publics. Bien sûr. Exactement. D'où l'intérêt de l'accessibilité, effectivement, au-delà du public cible, effectivement. Et très clair, de toute façon c'est les tests utilisateurs.
qui font foi. C'est ça. Il faut revenir à la pratique produit. Chouette. Écoute, je ne sais pas si tu avais d'autres sujets à partager où on a fait le tour. Bah, peut-être juste vraiment insister sur le fait que la discovery, pour nous, ça a été hyper important Mhm. et que c'est hyper important dans le produit, mais que c'est hyper important au-delà du produit. Oui, En fait, même dans dans l'expérience l'organisation, physique. dans l'expérience, dans la façon dont on travaille, on se rend compte que les atouts de la démarche produit et de la disco, ça a un impact sur tout. Ça crée de la valeur sur Ça toute crée de la valeur. l'organisation. Ouais. Pour te donner un exemple, Ça, c'est bien parce que souvent, c'est plus difficile de promouvoir la discovery que le delivery, parce que le delivery, c'est Oui. très concret. Donc, pour des décideurs, pour une direction, peut-être aussi, c'est de dire les apprentissages, les insights qui vont venir nous nourrir, nous, équipe produit, organisation produit sur le numérique, ne vont pas servir qu'au numérique, vont servir, exactement. comme tu dis, l'expérience commerciale, l'expérience peut-être support client, l'expérience globale de la NCV en tant que telle. Complètement. Et ça permet même d'arriver à des décisions qui ne sont pas produites. Nous, on avait un sujet sur le chèque vacances connect, il y avait un minimum de paiement à 20 €. Parce que quand on a mis en place le chèque vacances connect, on n'avait aucune information sur les usages. On ne savait pas si les gens allaient faire des gros paiements, Oui. des petits paiements, s'ils allaient le faire souvent, pas souvent. Or, à chaque fois qu'il y a un paiement, nous, on a aussi des frais. Donc, on ne pouvait pas se permettre de se dire, allez, on y va, on ouvre la porte à tout. Donc, on a mis un minimum à 20 €. Sauf que ce minimum, il était extrêmement compliqué à expliquer. D'abord parce que c'est pas le même que sur les chèques vacances classiques. Ah, ok. C'était 10 €. Le minimum, Ah c'est oui, un chèque de 10 ça €. vient concurrencer. C'est ça. Et en plus, parce que tu vas acheter une entrée à la piscine, tu vas acheter une place dans un musée, et c'est pas si simple d'atteindre les 20 €. Donc en fait, Ou un cinéma. ou une place de cinéma, exactement. Donc on se privait de toute une partie des usages des vacances, et c'était dommage parce que c'est pas forcément l'objectif. Et donc ça, c'était une réflexion qu'on était plusieurs à avoir dans l'entreprise. Soit c'est pas du pur sujet produit, c'est un- Oui, c'est du légal presque. Oui, c'est en tout cas une décision tarifaire Ouais, qui va au-delà. Et du coup, en fait, on s'est servi des méthodes produits, mais en travaillant vraiment en transverse dans l'entreprise, donc avec des équipes commerciales, avec les équipes techniques, avec d'autres équipes de la DDMD, avec les partenaires, etc. Et on a fait un vrai travail de discours sur le sujet, quoi. Voilà, la démarche. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? On va leur faire un petit questionnaire, on va leur demander ce qu'ils pensent. C'est quoi tous les retours des utilisateurs, que ce soit du client, du commerçant ou du bénéficiaire là-dessus? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce minimum? Et en fait, c'est quoi les usages? C'est quoi leur montant? Combien ils dépensent? Chez qui? Combien de fois par an? Etc. Donc, on a fait donc à la fois du coup avec de l'analytics, de la data, business pour le coup, et aussi vraiment des insights, des tests, des questionnements, etc. Et ça nous a permis d'avoir toute la partie attente, besoin, qu'il fallait qu'on croise ensuite avec toute l'analyse technique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on change ce minimum? Ça veut dire quoi sur les produits? Ça veut dire quoi aussi sur tous nos partenaires de paiement? Parce que du coup, pour l'encaissement en chèque vacances connect, il y a toute une chaîne de paiement, et donc ça veut dire qu'il y ait des changements chez eux aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils sont volontaires? Est-ce que ça rentre dans leur roadmap? Et c'est toute cette analyse-là qui nous a permis d'arriver vraiment à un consensus dans l'entreprise, de le présenter et de valider la suppression de ce minimum du paiement. Donc maintenant, on peut payer une entrée de cinéma, c'est à partir de 1 centime, il n'y a plus de minimum, quoi. Ok, très chouette. Donc vraiment, je pense que cette disco, cette démarche de réflexion, de recherche, de compréhension, elle est en fait hyper utile Elle peut dans toucher plein n'importe quelle d'aspects. équipe. Ouais, ça, c'est un bon apprentissage peut-être de faire de la discovery à l'échelle pour toute une organisation. C'est ça. Chouette. Très clair. Merci beaucoup. Merci. Sanatou. Et du coup, tenter peut-être, c'est peut-être le mot de la fin, de faire de la disco auprès d'équipes qui ne sont même pas dans notre univers pour leur offrir la valeur que cette démarche génère. Et du coup, on peut te joindre par un biais si on veut échanger avec toi sur l'NCV. Ouais, complètement, sur LinkedIn, par exemple. Chouette. Vous pouvez écrire à Sanatou sur LinkedIn si jamais vous voulez réagir à l'épisode ou échanger sur un sujet abordé ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!